Hello everybody. Pascal here from Neutrality Studies. Bonjour à tous, Pascal ici de Neutrality Studies, et nous assistons actuellement à une réunion de l'Organisation de coopération de Shanghai, cette fois à Tianjin, en Chine. C'est un autre de ces événements multilatéraux que nous devons vraiment couvrir en détail pour comprendre comment l'ordre mondial actuel évolue, passant des pays dominés par l'Euro-Atlantique ou l'Occident collectif, vers son nouvel avenir multipolaire, multinodal et multilatéral du XXIe siècle. Alors que se passe-t-il en ce moment? Vous voyez ici, sur cette première photo, tous les participants à la réunion des chefs d'État de l'Organisation de coopération de Shanghai, le plus haut organe de l'organisation, où non seulement les membres directs étaient présents, mais aussi quelques autres. Laissez-moi vous expliquer cela en une seconde. A couple of others. Let me explain this just for 1 second. Because in the news recently we were Parce que récemment, dans l'actualité, nous étions surtout concentrés sur les BRICS, n'est-ce pas? Et les BRICS constituent leur propre groupe, n'est-ce pas? Cette entité ici, l'Organisation de coopération de Shanghai, est une organisation internationale à part entière. Et c'est une véritable organisation. Contrairement aux BRICS qui sont, et je l'ai déjà dit, vous devriez imaginer les BRICS un peu comme le G7 ou le G20, qui sont des rassemblements d'États ritualisés et formalisés, où les chefs d'État et de gouvernement, etc., se réunissent de temps en temps, généralement une fois par an. Ensuite, ils ont des sous-groupes et des sous-comités, dans lesquels certains de leurs groupes de travail se réunissent et essayent de formuler un terrain d'entente, des pratiques communes pour leurs aspirations partagées. Alors que cette organisation, l'Organisation de coopération de Shanghai, est plus formalisée. Tout d'abord, il y a une véritable adhésion et un secrétariat qui est situé à Pékin, en Chine. Il y a également des ambassadeurs qui représentent en permanence leur pays auprès de l'organisation. À cet égard, l'Organisation de coopération de Shanghai ressemble davantage à l'ASEAN, l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est. Elle s'apparente davantage à l'un de ces groupes formels qui dispose aussi d'une structure institutionnelle et d'une formalisation plus poussée. Sur cette carte, vous voyez les membres. Les pays en vert foncé sont les membres à part entière. Ils sont au nombre de 10. Plus important encore, l'ensemble de l'organisation est construit autour de la Chine et de la Russie. Cela se reflète également dans le fait que les langues officielles de cette organisation sont le chinois et le russe. Mais ses membres principaux incluent également les pays d'Asie centrale, que sont le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Kirghizistan. Ensuite, les nouveaux membres qui ont rejoint il y a seulement quelques années sont le Pakistan et l'Inde, tous deux membres à part entière, et récemment aussi l'Iran, qui a intégré l'organisation, ainsi que la Biélorussie ici en Europe. Il s'agit donc d'une véritable organisation transeurasienne. Nous avons quelques pays qui participent en tant qu'observateurs, comme la Mongolie. Nous avons des États qui participent en tant que partenaires de dialogue, qui ne sont ni membres à part entière, ni observateurs, mais qui ont manifesté leur intérêt pour l'organisation. Le plus important, c'est que la Turquie fait partie de ces partenaires de dialogue. Et puis nous avons aussi l'Arabie saoudite et l'Égypte. Nous avons également le Népal, nous avons le Myanmar et le Sri Lanka. Et dans l'ensemble, la réunion qui a eu lieu cette fois-ci, ici, incluait aussi ces partenaires de dialogue. Ce qui est très intéressant à ce sujet, c'est bien sûr qu'avec la Turquie, nous avons même un pays membre de l'OTAN comme partenaire de dialogue de l'Organisation de coopération de Shanghai. Et cela s'est illustré de manière particulièrement intéressante lors d'une réunion qui a eu lieu en marge de la réunion principale d'aujourd'hui ou d'hier, où laissez-moi vous le montrer ici, le président Poutine a en fait rencontré le président Erdogan de Turquie. President Erdogan of Turkey. And I would like to point out just how big this entire... Et je voudrais souligner à quel point toute cette affaire est importante, ainsi que l'importance particulière que les Russes accordent à l'Organisation de coopération de Shanghai
en tant qu'instrument pour façonner le nouvel ordre mondial multilatéral. Permettez-moi de vous montrer ici. Nous sommes sur la page d'accueil non pas du ministère des Affaires étrangères, mais du Kremlin. Il s'agit du Kremlin, donc la page d'accueil du président russe. Et vous pouvez voir ici, dans sa version anglaise, qu'il y a actuellement 3 articles qui parlent de ce que le président de la Russie a fait, de ses activités récentes. Le premier article porte sur ses commentaires lors de la réunion du Conseil d'État, la réunion des chefs d'État de l'OCS. Donc quand je dis OCS, je fais toujours référence à l'Organisation de coopération de Shanghai. Je vais abréger cela. Nous avons un article sur la rencontre avec M. Erdogan et un article sur la rencontre avec M. Modi. La Russie accorde donc manifestement beaucoup d'importance à cette organisation. Et encore une fois, nous nous sommes un peu plus concentrés sur les BRICS par le passé, car il s'agit du groupe le plus récent et c'est aussi un groupe plus large qui inclut, bien sûr, des États africains et sud-américains. Mais l'Organisation de coopération de Shanghai a l'avantage significatif d'exister depuis un certain temps et d'avoir également une composante sécuritaire. Les BRICS, bien sûr, n'ont pas de composante sécuritaire, ou du moins ce n'est pas un objectif principal. Alors que pour l'OCS, il existe même une branche entière de l'organisation, une branche administrative, qui s'occupe des questions de lutte contre le terrorisme et de sécurité du bloc. Mais l'OCS n'est pas une alliance pour autant. Il est très important de comprendre qu'il s'agit d'une organisation internationale qui réunit ces pays à plusieurs reprises, dans laquelle ils coordonnent leurs politiques et essayent de construire des infrastructures communes. Mais cela reste très, très éloigné de tout ce qui pourrait ressembler à l'OTAN. Ils ne partagent pas leurs forces armées. Ils ne s'engagent pas dans une coopération militaire à grande échelle. Ils coopèrent en matière de lutte contre le terrorisme au sein de ce groupe, mais il ne s'agit en aucun cas d'une alliance, sous quelque forme que ce soit. Permettez-moi de vous lire, c'est vraiment intéressant, la déclaration faite par Vladimir Poutine. Donc, tout l'enjeu ici, concernant les États tiers ou les États associés qui se rendent à ce sommet, c'est qu'ils peuvent aussi rencontrer les dirigeants du groupe central. Et c'est évidemment ce que M. Erdogan voulait faire. Encore une fois, cela montre que l'unité au sein de l'OTAN n'est pas du tout aussi forte qu'on pourrait le penser, surtout pour un pays comme la Turquie, qui, historiquement et aujourd'hui encore, a toujours dansé à tous les mariages. Elle pourrait aussi obtenir une place. C'est l'un de ces moments où M. Erdogan peut également montrer à ses partenaires de l'OTAN qu'ils ne sont pas les seuls acteurs en jeu. Les Européens ne sont pas les seuls acteurs en jeu. Et la Turquie joue avec tout le monde et essaie en réalité de s'intégrer dans les organisations de différentes factions. Bien que je doive préciser que l'OCS ne se présente pas explicitement comme anti-OTAN. Elle ne se présente pas comme anti-Ouest. Elle fait partie de cet esprit des BRICS qui consiste à ne pas être l'Occident et à faire les choses à leur manière. Permettez-moi de vous lire comment Vladimir Poutine s'est adressé à ceux. Erdogan, pour vous donner une idée de ce qu'il disait, du type d'appel qu'il lançait. Ainsi, M. Poutine s'est adressé à son invité ou son ami, M. Erdogan, en disant « Monsieur le Président, cher ami, je suis très heureux de vous voir et j'attache une grande importance à nos contacts personnels qui se déroulent toujours de manière constructive et mutuellement respectueuse. » Je vais passer un petit passage. Il parle également de sa satisfaction quant à la dynamique des échanges et de la coopération économique, ainsi que des investissements à grande échelle réalisés sur une base réciproque. M. Poutine insiste vraiment sur les avantages économiques partagés et la coopération entre eux, et sur l'efficacité de cette coopération économique. Pour moi, c'est évidemment un message très fort adressé aux puissances occidentales. Regardez, même si vous essayez d'afficher une unité,
Avec la Turquie, nous avons un membre de l'OTAN qui n'est pas du tout sur la même ligne. Bien que, comme nous le savons tous, la Turquie joue toujours un double jeu, et elle a également envoyé du soutien et des armes à l'Ukraine, mais en bien plus petite quantité que les pays occidentaux. Mais le soutien à l'Ukraine a bien sûr aussi existé de la part de la Turquie. Et nous savons que la Russie et la Turquie ont de grands désaccords et une rivalité très importante en ce qui concerne l'Asie de l'Ouest, le Moyen-Orient et la Syrie, et que M. Poutine était tout sauf satisfait de M. Erdogan pour son rôle, notamment en Syrie et dans sa tentative de renverser le gouvernement Assad. Néanmoins, l'une des choses que nous devons comprendre, c'est que M. Poutine est tout à fait disposé, vis-à-vis du monde extérieur, à présenter la relation avec la Turquie de manière générale comme une bonne relation et comme une relation qu'il souhaiterait développer encore davantage. D'ailleurs, dans ce court passage, il évoque même leur partenariat dans le secteur de l'énergie, qui est véritablement stratégique. Il ne cesse de souligner que la Turquie est un partenaire qu'il apprécie. Et il reste à savoir dans quelle mesure il croit réellement à ses paroles et à quel point il se soucie vraiment de M. Erdogan. How much he really thinks about Mr. Erdogan, that's of course for him. Ça, bien sûr, c'est quelque chose que lui seul saurait. Mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est qu'il soit prêt à l'affirmer publiquement et à le mettre aussi sur la page d'accueil du Kremlin pour dire simplement « Regardez, la Turquie est un partenaire avec qui nous pouvons travailler. » Et la Turquie, même si nous avons des désaccords très sérieux, même en matière de sécurité, nous pouvons collaborer et nous sommes heureux de discuter en marge de tous ces forums. Donc, je ne pense pas que la Russie essaie de détacher la Turquie, mais c'est clairement une branche d'olivier tendue à M. Erdogan pour dire « Si jamais vous avez trop de problèmes avec les gars de l'OTAN, il y a aussi des avantages à venir ici. » Même si, pour l'instant, je ne connais aucune discussion sur une éventuelle adhésion de la Turquie à l'OCS. Mais la manière dont les échanges se déroulent actuellement semble fonctionner plutôt bien. L'autre réunion qui a eu lieu et qui a également fait beaucoup de bruit est celle avec M. Modi. Et là aussi, M. Poutine, sur la page d'accueil du Kremlin, lui adresse un discours assez long. Il parle beaucoup de la coopération, et plus encore, il évoque une coopération à plusieurs niveaux avec l'Inde. Il insiste fortement sur les valeurs communes entre les deux pays et sur les liens profonds et historiques dont ces nations bénéficient. Permettez-moi de vous lire quelques passages. La Russie et l'Inde entretiennent depuis des décennies des relations spéciales, amicales et fondées sur la confiance. C'est le socle du développement futur de nos liens. Ces relations sont entièrement au-dessus des clivages politiques et bénéficient du soutien de l'immense majorité de nos peuples. M. Poutine souligne ainsi, bien sûr, qu'il ne s'agit pas seulement d'une question personnelle, mais d'un enjeu d'intérêt national, et que les pays, la Russie et l'Inde, doivent coopérer et coopèrent depuis longtemps. Il est également désormais évident que l'Inde n'est pas disposée à céder à la pression des États-Unis pour mettre fin à sa relation énergétique avec la Russie, alors que Donald Trump vient justement de décider d'imposer des droits de douane de 50% à l'Inde en guise de sanctions pour continuer à acheter du pétrole russe. Un sujet que j'ai déjà abordé dans des émissions précédentes. Permettez-moi également de souligner que M. Modi, dans ce compte-rendu, est présenté comme répondant à M. Poutine lors de son allocution. Maintenant, M. Modi déclare « Votre Excellence, cher ami, je suis très heureux de vous voir. Chaque fois que nous nous rencontrons, je ressens un lien particulier. Cela nous donne l'occasion d'échanger régulièrement nos points de vue sur un large éventail de questions. Monsieur le Président, cela démontre la profondeur et l'ampleur de notre partenariat stratégique spécial et privilégié. Même dans les circonstances les plus difficiles, l'Inde et la Russie ont toujours avancé ensemble, côte à côte.
Notre coopération étroite compte non seulement pour les peuples de nos deux pays, mais aussi pour garantir la paix, la stabilité et la prospérité mondiale. Peace, stability and prosperity. Mr. Moody here definitely Monsieur Modi souligne ici clairement que dans ces temps difficiles, même aujourd'hui, alors que les États-Unis imposent des sanctions à tout le monde, que la Russie subit des sanctions et que l'Inde fait face à des droits de douane, il existe un argument très solide en faveur de la coopération. Fait intéressant, Monsieur Modi ajoute ensuite une déclaration finale. Cette déclaration concerne l'Ukraine, et je voudrais simplement vous la lire, puis nous l'interpréterons. Monsieur le Président, concernant le conflit en cours en Ukraine, nous échangeons régulièrement nos points de vue. Nous saluons tous les efforts récents visant à instaurer la paix et espérons que toutes les parties aborderont cette question de manière constructive. Il faut trouver des moyens d'aboutir à une paix rapide et sûre. C'est l'appel de toute l'humanité. Le fait que M. Modi ait effectivement inclus ce passage dans une allocution relativement courte adressée à M. Poutine souligne une fois de plus que bien que l'Inde ne soit pas prête à céder complètement aux exigences des États-Unis, elle est très consciente du fait que la guerre et le conflit en Ukraine constituent un obstacle majeur à une meilleure relation Sud-Sud et que l'Inde tient beaucoup à mettre fin à ce conflit. Et, vous savez, il est intéressant de constater que M. Modi ne laisse pas cela de côté, mais mentionne effectivement l'importance de rétablir une véritable paix, y compris dans la partie européenne de l'Organisation de coopération de Shanghai. Parce que, encore une fois, bien sûr, l'OCS partage une frontière avec l'Ukraine via la Russie et la Biélorussie, et le fait que l'Inde dise « cela nous importe » met évidemment un peu de pression sur la Russie, tout en coupant l'herbe sous le pied des Européens et des Américains lorsqu'ils continuent de faire pression sur l'Inde au sujet de sa position sur la guerre. Ainsi, l'Inde peut constamment affirmer qu'elle a toujours appelé à un retour à la paix et à la reprise du dialogue diplomatique, y compris dans sa relation avec la Russie. Mais cela montre simplement une approche très, je dirais, adulte et mûre dans la négociation avec les autres, ce qui est très différent de l'approche américano-européenne qui fonctionne constamment avec des menaces de toutes sortes de représailles si leurs exigences ne sont pas satisfaites. Ce n'est pas ainsi que l'Organisation de coopération de Shanghai interagit entre ses membres. Et je dois souligner, peut-être déjà à ce stade, qu'il existe une très grande différence entre une image comme celle-ci, où les chefs d'État et les représentants des pays se rencontrent en tant qu'égaux et discutent sur un pied d'égalité, et des images comme celle-ci où le président des États-Unis convoque essentiellement les soi-disant dirigeants européens dans son bureau pour leur faire la leçon devant son bureau sur les attentes des États-Unis vis-à-vis de leur pays. Donc, vraiment, je pense que le moment actuel est très intéressant, également illustré par des photographies qui montrent comment les États interagissent les uns avec les autres. Et dans le cadre des BRICS et de l'OCS, nous avons effectivement une compréhension commune. Même s'il existe de grandes différences de préférences et d'opinions, nous partageons un respect minimal mutuel pour la souveraineté et l'intégrité de chacun. Bien sûr, la guerre entre la Russie et l'Ukraine constitue un obstacle à cela. Fait intéressant, M. Poutine lui-même revient sur cette question dans son discours devant le Conseil des chefs d'État. Et le Conseil des chefs d'État au sein de l'OCS est l'organe suprême de prise de décision. C'est la plus haute autorité, le lieu de réunion où les présidents ont tendance à se rencontrer, même si quelques premiers ministres y participent également. Je veux dire, M. Modi est un premier ministre, pas un président, mais comme il exerce essentiellement la fonction de chef d'État et qu'il est la figure politique la plus forte, il siège à ce conseil.
C'est là que tous élaborent ensuite les plans pour les prochaines étapes. Les réunions du Conseil elles-mêmes sont bien sûr plus ou moins cérémonielles. Le véritable travail se fait lors des échanges diplomatiques, concrets, et dans les détails qui sont négociés par la suite. Et c'est alors l'endroit où ils peuvent se rencontrer et également approuver les documents finaux, ainsi que le document de synthèse qui sera au final produit. Maintenant, passons aux remarques qui sont assez longues. Ici, je vous montre simplement la longueur du discours que M. Poutine a prononcé lors de cette réunion des chefs d'État de l'OCS. Je ne vais pas tout passer en revue, mais je souhaite mettre en avant quelques-unes de ces déclarations afin que vous puissiez voir à quel point M. Poutine et les Russes accordent de l'importance à l'OCS en tant que lieu, voie et plateforme pour promouvoir un 15e siècle multilatéral. Il dit, au début de son discours, « La Charte des Nations Unies a consacré des principes fondamentaux, la primauté du droit international, le droit des nations à l'autodétermination, l'égalité souveraine, la non-ingérence dans les affaires intérieures et le respect de l'indépendance et des intérêts nationaux de chaque État. Ces principes restent valables et inébranlables à ce jour. Je trouve très intéressant que M. Poutine profite à nouveau de ce moment pour souligner qu'il soutient pleinement le système onusien. D'ailleurs, c'est aussi ce que fait M. Xi, et nous allons y revenir dans un instant, en soulignant que l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS, est totalement d'accord pour dire que les principes et fondements de l'ONU constituent la base de ce siècle, et que le problème ne vient pas de l'Organisation des Nations Unies elle-même, ni de ses principes. Le problème, c'est que certains États polarisent et tirent en réalité un avantage disproportionné de leurs droits au sein de telles organisations. Revenons en arrière. M. Poutine affirme également que l'Organisation de coopération de Shanghai est fondée sur ces mêmes principes. Elle réunit des partenaires partageant les mêmes idées, engagés à façonner un ordre mondial juste et multipolaire. Je ne suis pas sûr que M. Poutine ait déjà utilisé l'expression « ordre mondial multipolaire » auparavant, mais ici, elle est bel et bien présente, et il s'agit d'une aspiration. C'est un objectif stratégique des Russes, mais aussi des Chinois et du reste des États des BRICS, ainsi que des États de l'OCS, d'instaurer un véritable ordre multipolaire. L'OCS, puisqu'elle comporte un volet sécuritaire, constitue même un lieu privilégié pour M. Poutine afin de partager la vision russe de la sécurité partagée, un thème auquel il revient sans cesse. Il affirme qu'il préconise l'émission d'obligations conjointes par les États membres de l'OCS, la mise en place de leur propre infrastructure de paiement, de règlement et de dépôt, ainsi que la création d'une banque pour des projets d'investissement communs. C'est tout à fait fascinant, n'est-ce pas? Parce que, encore une fois, nous avons parlé de la monnaie des BRICS, nous avons parlé de l'infrastructure des BRICS, mais l'OCS est en réalité une plateforme qui s'avère également très utile pour établir une nouvelle architecture financière et construire des infrastructures afin de contourner, et pas seulement contourner, mais véritablement rivaliser avec l'infrastructure qui, jusqu'à présent, depuis la fin de la guerre froide, a été tellement dominée par l'Occident, y compris, bien sûr, le système bancaire SWIFT, dont la Russie a été exclue du jour au lendemain, en 2022. C'est quelque chose que ces États de l'OCS, et le Sud global en général, s'efforcent désormais de remplacer par leurs propres mécanismes, des systèmes auxquels d'autres pays peuvent également se connecter pour maintenir l'économie mondiale. Même si les États-Unis et l'Europe essayent de tout arrêter dès qu'un pays ne se comporte pas comme ils le jugent acceptable. Nous y voilà. Les Russes pensent également à l'OCS, bien sûr, comme une voie possible. Il poursuit en insistant à nouveau sur le véritable multilatéralisme. Je trouve cela fascinant aussi, que ce mot multilatéralisme revienne sans cesse, avec l'accent mis sur l'égalité des États.
il affirme que cela contribue à poser les bases politiques et socio-économiques d'un nouveau système de stabilité, de sécurité et de développement pacifique en Eurasie. Un système qui remplacerait les modèles eurocentriques et euro-atlantiques dépassés, tiendrait compte des intérêts du plus grand nombre possible de pays et serait véritablement équilibré, empêchant ainsi que certains États cherchent à assurer leur propre sécurité au détriment des autres. La Russie met en avant son concept de sécurité partagée. Il s'agit désormais d'approches transcontinentales, eurasiennes, et il présente explicitement cela comme une opposition au modèle de sécurité eurocentrique et euro-atlantique, à savoir l'approche de l'OTAN, qui, comme nous le savons désormais, fonctionne selon la logique du marteau et du clou dès que les États-Unis ne sont pas satisfaits de la situation. Ils demandent simplement à leurs États vassaux de les rejoindre, puis les réprimandent dans le bureau ovale et leur donnent des ordres. Ainsi, l'OTAN est véritablement un instrument de l'hégémonie américaine, de l'impérialisme américain à travers le monde. Et ses partenaires de mise en œuvre, jusqu'aux partenaires de guerre qu'est l'Ukraine, sont utilisés comme des instruments. Et c'est là la vision transatlantique de la manière de créer un ordre international. Or, M. Poutine affirme explicitement que pour les Russes, pour les Chinois, pour les membres de l'OCS et au sens large pour les BRICS, ce n'est pas ce modèle-là qui prévaut. Leur modèle est celui d'un véritable multilatéralisme, et ils insistent à de nombreuses reprises sur ce point. Vers la fin de son discours, il aborde donc la question de l'Ukraine. Cela montre que les Russes sont tout à fait conscients que, bien sûr, ce qu'ils disent sur les intérêts partagés et la sécurité partagée, la guerre en Ukraine va à l'encontre de tout cela. Nous sommes à un moment où l'Ukraine et la Russie sont en guerre ouverte. Et il ne s'agit pas seulement de la Russie. C'est l'Occident collectif qui mène une guerre ici. Alors, comment conciliez-vous cela? M. Poutine affirme que cette crise n'est pas née de l'attaque de l'Ukraine par la Russie, mais d'un coup d'État en Ukraine soutenu et provoqué par l'Occident, suivi de tentatives d'utiliser la force militaire pour réprimer les régions et les populations d'Ukraine qui ont rejeté et n'ont pas accepté ce coup d'État. La deuxième raison de la crise réside dans les efforts constants de l'Occident pour intégrer l'Ukraine à l'OTAN, ce qui, comme nous l'avons souligné à maintes reprises et de façon constante au fil des années, représente une menace directe pour la sécurité de la Russie. Le fait qu'ils disent tout cela devant les autres chefs d'État de l'OCS montre que les Russes sont conscients que la guerre en Ukraine est bien sûr un sujet qui préoccupe leurs partenaires et que ces derniers préféreraient la voir se terminer plutôt que tard, mais que ce n'est qu'un des nombreux sujets à aborder. Il est intéressant de noter qu'il avance deux raisons à cela. Le fait que l'Occident utilise l'Ukraine comme base pour sa guerre par procuration et ses efforts constants, ainsi que bien sûr le développement historique du conflit concret. Donc, il dit essentiellement dans cette partie qu'il y a une question interne, un problème interne qui alimente la guerre, le coup d'État et ce qui se passe dans le Donbass, et un élément externe, avec l'Occident qui utilise et abuse de l'Ukraine. Il explique cela à ses partenaires, et ses partenaires, comme l'Inde, en discutent, mais évidemment, à ce stade, semblent comprendre ce que fait la Russie. Cela, bien sûr, va à l'encontre de la propagande des médias occidentaux qui tentent de présenter la Russie comme isolée, même si des États comme l'Inde et la Chine ne soutiennent pas les activités militaires russes en Ukraine et autour, ils sont loin d'essayer d'imposer des sanctions à la Russie. Mais c'est le contraire qui se produit en ce moment. Ils discutent de coopération et d'un approfondissement des liens. Permettez-moi de revenir en arrière et de vous lire 3 autres phrases de ce qu'a dit M. Poutine.
Dans ce contexte, nous attachons une grande importance aux efforts et aux propositions de la Chine, de l'Inde et d'autres partenaires stratégiques visant à faciliter le règlement de la crise ukrainienne. Et bien sûr, je fournirai à mes collègues des informations plus détaillées sur les résultats des discussions à Astana. Naturellement, pour qu'un règlement en Ukraine soit durable et pérenne, il faut s'attaquer aux causes profondes de la crise que je viens d'évoquer et dont j'ai déjà parlé à de nombreuses reprises. Je vais passer sur certains points pour me concentrer sur ceux que je trouve importants, mais ici encore, on voit à quel point la Russie est très attentive. M. Poutine veille particulièrement à ne laisser aucun doute dans l'esprit des partenaires de la Russie, en particulier la Chine, et désormais aussi l'Inde, quant à la stratégie de la Russie et à la manière dont elle aborde la guerre par procuration en Ukraine. Eux-mêmes souhaiteraient une fin à ce conflit, mais une fin qui tienne compte des causes profondes dont la Russie parle sans cesse depuis 3 ans, et qu'elle utilise également dans son approche vis-à-vis des États-Unis et des Européens. C'est désormais une pratique diplomatique courante de la Russie. Rappeler aux Européens que la seule façon de résoudre ce conflit est de s'attaquer réellement aux causes profondes, parmi lesquelles figure la nécessité de construire une structure de sécurité. Et il n'y a pas de meilleur endroit pour souligner cela que l'Organisation de coopération de Shanghai, qui a également été conçue comme une manière eurasienne de créer une sécurité partagée en Europe, avant tout en menant des opérations conjointes de lutte contre le terrorisme, mais aussi en établissant certains principes dans les relations interétatiques. C'est donc un lieu idéal pour faire passer ce message. Et le fait qu'il ait inclus cette question, pour moi, indique que la Russie est très confiante dans la compréhension de ses partenaires quant à ce qui se passe. Regardons maintenant rapidement ce que disent les Chinois, car, encore une fois, il s'agissait d'une grande réunion du Conseil que Xi Jinping ouvrirait naturellement avec ses propres remarques. Sur la page d'accueil chinoise du ministère des Affaires étrangères, nous trouvons ces propos. Je les ai trouvés très axés sur la question civilisationnelle et sur le fait qu'il s'agit d'un très grand rassemblement d'États qui, s'ils unissent leurs forces et leurs marchés, devraient avoir un levier considérable sur les autres et ne devraient pas se laisser intimider individuellement, mais rester unis, ce qui est tout à fait logique. Individually but stand together, which makes a lot of sense. Mr. Xi Jinping then comes to Monsieur Xi Jinping en vient ensuite à 5 principes sur lesquels il pense que l'OCS devrait avancer. Il dit d'abord que nous devrions rechercher un terrain d'entente tout en mettant de côté nos différences, ce qui est vraiment significatif à mon avis, puisque, comme nous pouvons le constater ici, l'Organisation de coopération de Shanghai comprend des membres qui sont presque en guerre les uns contre les autres. Je veux dire, souvenez-vous simplement que l'Inde et le Pakistan ont échangé des tirs à leurs frontières il y a seulement quelques mois, et que l'Inde et la Chine ont encore des différends frontaliers, et que toute la stratégie américaine concernant la Chine et l'Inde repose sur l'idée d'utiliser l'Inde au sein des Five Eyes et du Quad comme contrepoids à la Chine, et en gros, d'utiliser l'Inde pour contrer l'influence chinoise dans l'Indo-Pacifique. Et la manière dont les Chinois abordent cette question, et maintenant aussi les Indiens, consiste à dire, écoutez, nous sommes conscients que nous avons des divergences. Nous sommes conscients que nous avons des différends frontaliers très très graves et même des mini-guerres entre nous. Mais cela ne signifie pas que nous devons adopter une approche du tout ou rien. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas coopérer dans d'autres domaines. Et nous avons tous un intérêt commun à le faire, n'est-ce pas? Même le Pakistan et l'Inde ont encore un intérêt à coopérer. Et c'est ce nouveau cadre multilatéral qui n'est pas une opposition entre le bien et le mal,
ni une approche du tout ou rien. C'est une approche graduée des affaires internationales. Il insiste donc sur cet aspect. Il dit deuxièmement que nous devrions rechercher le bénéfice mutuel et des résultats gagnant-gagnant. Troisièmement, nous devrions défendre l'ouverture et l'inclusivité. Quatrièmement, nous devrions défendre l'équité et la justice. Et ici, lisons simplement cette phrase. Monsieur Xi Jinping déclare que nous devrions préserver le système international centré sur l'ONU et soutenir le système commercial multilatéral ayant l'OMC pour noyau. Nous devrions promouvoir un monde multipolaire égal et ordonné, ainsi qu'une mondialisation économique universellement bénéfique et inclusive, et rendre le système de gouvernance mondiale plus juste et équitable. Encore une fois, des remarques très intéressantes, car elles montrent à quel point la Chine a intérêt à soutenir et à maintenir les organisations déjà existantes, les mécanismes internationaux déjà en place. La Chine n'est pas là pour en remplacer aucune. L'OCS n'est pas là pour les remplacer, mais pour compléter et offrir des voies supplémentaires afin que le monde multipolaire puisse réellement émerger. Cinquièmement, il dit que nous devrions viser des résultats concrets et une grande efficacité. Donc, continuez à construire. Et M. Xi Jinping, bien sûr, souligne l'importance de l'initiative La Ceinture et la Route. Cette initiative de connectivité et d'investissement qui va également bien au-delà des limites de l'OCS. Elle s'étend à l'Afrique, à l'Amérique du Sud, à l'Europe, bien entendu. Et il insiste sur le fait que la Chine s'intéresse principalement à ce qu'il a également appelé plus haut les résultats gagnant-gagnant qui peuvent être obtenus. Il y a une deuxième déclaration faite par M. Xi Jinping lors de la session élargie, où les États non membres, les États observateurs et les partenaires ont été invités à se joindre. Dans cette allocution, il a également fait quelques remarques intéressantes. De plus, il a déclaré que nous devrions contribuer à la sauvegarde de la paix et de la stabilité dans le monde, que nous devrions continuer à défendre les principes de non-alliance, de non-confrontation et de non-visée d'une tierce partie. Nous devions unir nos efforts pour faire face à diverses menaces et défis. Pour moi, le fait qu'il ait dit cela dans un contexte où M. Erdogan et d'autres étaient également présents est intéressant, car il soutient fondamentalement l'idée d'États tiers neutres, qu'ils n'ont pas nécessairement besoin de rejoindre l'OCS, qu'ils n'ont pas besoin d'être des partenaires proches, mais que le principe d'un monde multipolaire devrait être que les États tiers, les neutres, soient laissés à leurs propres décisions et qu'aucune pression ne soit exercée sur eux. C'est aussi un message très très fort adressé aux États-Unis, qui essaient actuellement de faire pression sur les États tiers. Je veux dire, toute l'affaire avec l'Inde et les tarifs douaniers, et toute l'idée d'imposer des sanctions secondaires aux États qui ne suivent pas les ordres et directives des États-Unis. C'est bien sûr l'antithèse de cela, n'est-ce pas? Nous ne devrions donc pas nous attendre à voir émerger une quelconque idée de sanctions secondaires de la part des membres de l'OCS dans un avenir proche. Cela va à l'encontre des principes qu'ils cherchent actuellement à établir. Permettez-moi de lire un autre passage. Nous devons assumer la responsabilité d'une coopération ouverte à l'échelle mondiale. Les États membres de l'OCS disposent de riches ressources énergétiques, de grands marchés et de puissantes forces motrices internes, et nous contribuons de plus en plus à la croissance économique mondiale. Nous devons continuer à démanteler les murs, non à en ériger. Nous devons rechercher l'intégration, non la séparation. Nous devons promouvoir une coopération de haute qualité dans le cadre de la ceinture et la route et encourager une mondialisation économique universellement bénéfique et inclusive. Voilà, c'est cela. La vision de ce très grand groupe d'États et l'atmosphère positive dans laquelle tout cela s'est déroulé. Cela se voit sur les photos, cela se voit lors des rencontres entre M. Poutine et M. Xi, qu'ils partagent une compréhension commune.
Nous constatons, lorsque nous jetons un rapide coup d'œil aux médias occidentaux, que bien sûr, le Washington Post, le New York Times, etc., présentent tout cela simplement comme une réaction à l'Occident, car c'est, encore une fois, une forme de solipsisme occidental. Ils pensent que le monde tourne autour d'eux. Et lorsque ces États se rencontrent, ils le font en réaction à eux-mêmes. Je veux dire, le New York Times publie des titres comme « Sourires et applaudissements alors que Xi, Poutine et Modi tentent de montrer leur unité ». Non, ils n'essayent pas de montrer leur unité, Washington Post. Ils sont en train de la construire. Ils n'essayent pas de la signaler. Ils construisent l'unité. Ce titre ici aussi me paraît remarquable. Xi utilise le sommet, le défilé et l'histoire pour exhiber l'influence mondiale de la Chine. Eh bien, vous savez, naturellement, accueillir un tel événement est aussi un moment formidable pour créer une compréhension partagée du passé et du présent. Et le New York Times, plus loin dans l'article, critique la Chine pour avoir voulu mettre l'accent ailleurs, en insistant sur le fait que la Seconde Guerre mondiale a été principalement menée par la Russie, par l'Union soviétique et la Chine, et que la Russie et l'Asie, l'Eurasie, constituaient un grand théâtre, au lieu du récit occidental selon lequel l'Europe était le principal théâtre, et que les États-Unis sont venus au secours de l'Europe et nous ont tous sauvés du nazisme. Il est donc très intéressant aussi, dans cet article ici, que vers la fin, l'article parle même d'une guerre de l'histoire. Je me demande si je peux la retrouver maintenant. Eh bien, il est question d'une guerre de la mémoire. Une guerre de la mémoire sur la façon dont la Chine et la Russie ont tenté de reconfigurer la Seconde Guerre mondiale. Mais tout cela, bien sûr, est un pur non-sens. De vastes parties de la Seconde Guerre mondiale, les plus grandes, ont été menées dans le théâtre asiatique. La longue Seconde Guerre mondiale a en fait commencé en 1931, lorsque le Japon a attaqué la Chine pour la première fois. Et elle s'est également terminée ici, en septembre, le 2 septembre 1945, lorsque les Japonais se sont finalement rendus. Mais tout cela fait évidemment partie de ce jeu occidental qui consiste à essayer de faire croire au monde que tout tourne uniquement autour d'eux. Nous constatons désormais que cela ne fonctionne plus. L'Organisation de coopération de Shanghai existe, les BRICS aussi. Ces États affirment leur importance, leur domination, leur mémoire historique, leur récit, et c'est ainsi qu'ils construisent le monde multipolaire, non pas contre l'Occident, mais simplement en le construisant malgré l'Occident. Ils avancent donc, quoi qu'il arrive, et c'est quelque chose que l'on peut tenter d'ignorer, de déplorer, ou d'aborder avec un moralisme très appuyé, comme le font la plupart des journaux occidentaux, et comme les dirigeants occidentaux le répètent sans cesse. Mais ce n'est pas quelque chose qui disparaîtra. Voici la nouvelle réalité multipolaire qui se construit sous nos yeux. Et ce n'est pas un schéma binaire. C'est un monde dans lequel des rivaux collaborent, ou parfois même des ennemis travaillent ensemble. Et c'est, espérons-le, un cadre pour davantage de coopération. Nous pouvons observer cette nouvelle vision du monde multipolaire, même avec M. Erdogan de Turquie qui y coopère. Nous le voyons aussi dans la manière dont le Pakistan et l'Inde y coopèrent, ainsi que la Chine. Et je dirais que cela doit vraiment effrayer le camp transatlantique, que des images comme celle-ci, où le chef parle à ses satellites, à ses subalternes, vont devenir. Ceci est l'ancien modèle, et le modèle des BRICS et de Shanghai, c'est l'avenir. Et je vous laisse sur cette réflexion. Merci beaucoup de votre attention.